une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Info Hebdo de ce 16 avril 2022. Ce jour, deux sujets seront en débat sur cette émission hebdomadaire, notamment le bilan sommaire des 6 années de gouvernance du président Patrice Talon et les enjeux des élections législatives de 2023. Pour l'exercice de ce samedi, chers amis internautes, je serai en compagnie de Miguel Hueto, juriste spécialiste en genre et en droit humain. Elle sera face à Agapit Napoléon Maforican, juriste consultant, analyste politique. Sans plus tarder, on démarre dans une poignée de secondes. On les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Miguel Hueto. Bonjour. Bonjour, bonjour à vos amis Internet. Merci d'être à nos côtés. C'était pas facile de vous avoir finalement. C'est un plaisir d'être là. Rendez-vous reporté à plusieurs reprises. Je suis contente d'être là. Merci d'être là. Merci également à vous, Agapit Napoléon Maforican, d'être à nos côtés ce samedi matin. C'est un plaisir. Merci d'être là. Alors, Miguel Hueto, je démarre par vous. Vous êtes citoyenne béninoise également. Comment avez-vous vécu les 6 années de gouvernance du président Patrice Talon? Merci. Je voudrais commencer par dire que en quelques minutes, on ne saurait faire le bilan de tout un mandat de façon vraiment exhaustive. Ce que nous allons tenter de faire ce matin, ce sera juste d'aborder certains points clés qui nous semblent quand même importants et sur lesquels il faille faire un ancrage et au besoin attirer l'attention. Comment ai-je vécu les 6 années de gouvernance? Je dois dire qu'aux premières heures donc, de l'avènement du gouvernement Patrice Talon, j'avais mon avis personnel en tant que citoyenne que je n'aimerais pas partager ici. Pourquoi? Parce que contrairement à beaucoup de Béninois, je suis restée dans une posture d'observatrice. Pourquoi? Parce que j'ai mes éléments d'analyse qui m'ont amené entre 2015 et 2016 à avoir beaucoup de doutes quant à la volonté de l'homme à prendre les rênes de notre pays. Je suis restée donc dans, on va dire mitigée aux premières heures de la gouvernance, contrairement donc à l'émulation que cette volonté-là de briguer la magistrature suprême de l'homme a pu susciter dans l'opinion nationale. La ferveur donc que cela ait pu créer aussi à un moment ou à un autre. On a vu les campagnes électorales, on a vu le fameux face-à-face entre les deux candidats venus au second tour. Patrice Talon et Lionel Zinsou. Oui, et on a pu constater en fait cette volonté des populations de trancher avec un certain nombre de façons de faire en 2016. Plus les années passent, plus certains estiment avoir eu raison de lui accorder leur confiance, mieux d'autres voient leurs inquiétudes renforcées. Certains encore restent mitigés, tout simplement. Mais vous êtes où dans tout ça? Moi, je suis béninoise, comme tout le monde. Je suis citoyenne. Enfin, je suis... Vous vous retrouvez dans la gouvernance, vous ne vous retrouvez pas, ou vous êtes mitigé? Je pense que la question ne se pose pas en termes de savoir si on se retrouve dans la gouvernance. Se retrouver dans une gouvernance, c'est avoir eu par exemple de l'espoir ou avoir formulé un vœu de sorte à ce que lorsque les choses se passent comme on l'observe depuis quelques années, on se retrouve dans cet élan-là. Ce qui n'a pas été mon cas, je reste encore une fois en observation. Cependant, je peux dire que sur ces 6 années, il y a eu quand même des moments. Pour moi, il y a eu des temps forts sur ces 6 années. Temps forts, je les entends sur plusieurs plans. Je les entends sur le plan de la démocratie, je les entends sur le plan de la jouissance et de la protection des droits humains, je les entends sur le plan si vous voulez, de la bonne gouvernance, je les entends aussi, pour finir, sur ce tandem-là que les institutions, ou si vous voulez, ce tandem-là que les Béninois, Béninoises et leurs gouvernants doivent pouvoir former pour que le pays puisse se développer. J'entends à ce niveau-là cette relation
qui doit pouvoir se renforcer au fil des jours, loin donc de toute discrimination, loin de toute suspicion, loin de toutes appréhensions, loin de toute résignation. Toute chose qui, à mon sens, n'a pas été exemple de difficulté. Donc, si je dois faire un résumé sommaire, voilà les mouvements que je ferai, les vagues que j'observerai sur le plan, si vous permettez, de la démocratie. Non, je reviens par rapport à cette question beaucoup plus précise. Agapé Maforican, je me retrouve avec vous avec la même question. Les 6 années de gouvernance de Patrice Talon, vous, de votre côté, comment vous les avez perçues? Écoutez, pour ceux qui ont observé l'activité politique depuis quelques décennies, j'avoue que moi j'étais dubitatif également à l'arrivée de Patrice Talon. En 2016. Je ne le sentais pas, j'estimais que c'était un homme d'affaires dont j'entendais le nom depuis une décennie, un peu plus. Disons un baron de coton, un philanthrope parfois, puisque j'ai travaillé dans un organe de presse dans lequel il a mis de l'argent et on ne le connaissait pas, même mon patron le connaissait. Et donc, j'estimais que c'était quelqu'un qui était dans les affaires, et qui n'avait pas sa place en politique. Mais vous voyez, ça, moi j'étais qu'un citoyen, je n'avais qu'une voix, et voilà, donc il est arrivé. Et puis bon, moi j'ai fait de la communication autour du président Yahi, donc moi j'estime bien que bon, le président Yahi a fait 10 ans, il a quand même essayé de faire bouger quelques lignes, même s'il n'a pas réussi. Bon, on estimait qu'il fallait continuer le mouvement. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui ont soutenu la vague, bien sûr, sans être vraiment dans son équipe technique, mais je suis un homme très engagé. Donc, du coup, j'affirme mes positions directement. Donc, j'ai beaucoup plus milité pour que le président Zissou arrive. Et puis, bon, Lionel Zissou gagne, il n'a pas gagné. Patrice Talon a gagné, j'étais à la NLC. Et voilà, quelques difficultés de ce côté-là. Mais j'ai eu le temps, justement, un an et demi, d'observer les premières années. Et donc, moi-même, j'ai quelques moments clés de cette gouvernance. Lesquels? Dont la première est consistant dans les premières décisions. Lorsque vous voyez quelqu'un, un chef, un leader, c'est celui qui sait prendre les décisions. Pas nécessairement les bonnes, mais pas nécessairement celles qui emportent l'adhésion populaire, mais celles qui vont dans le sens de l'intérêt commun. Et l'une des décisions qui a été prises, qui a eu mon adhésion, c'est la nomination de la délégation de chef-lieu du département. J'ai estimé que depuis 1998, quand les lois sur la décentralisation ont été mises en application et on a découpé les anciennes préfectures, les anciens départements, on n'a pas été en mesure de nommer 12 préfets. Tout simplement parce que chacun veut chef-lieu du département, chef-lieu, et tu Donc, lui, il est venu, il a fait en moins de 3 mois. On a dégagé les espaces publics qu'on a eu du mal à dégager. Lorsque le pape Benoît XVI venait, les gens ont occupé les endroits. Ça a été fait. On a dégagé des artères, occupé des voies publiques. Et ça ne posait aucun problème pour vous? Aucun. Mais alors aucun. Je dis le rôle du dirigeant. Sur le plan social. Le rôle du dirigeant, oui. Si vous parlez du social. Est-ce que dans l'applicabilité, selon vous, il n'y avait pas quelques problèmes? Vous savez, moi je suis dans celui qui aime qu'on tranche parfois dans le vif. Lorsque trop d'hésitation tue l'action. Et donc pour moi, je suis dans l'action et j'ai estimé qu'il a pris les décisions qu'il fallait prendre. Donc, dégager les acteurs. Les acteurs publics ne doivent pas être occupés. Ce n'est pas une affaire de social. Les espaces publics ne doivent pas être occupés. Si l'État était laxiste, donc le même État peut décider donc de prendre les mesures radicales et donc peut-être d'assumer. La méthode, on peut trouver à redire, mais pour moi, il y a une finalité qui était importante. Le gouvernement doit assurer le service après-vente, c'était son devoir. Il l'a fait. Donc, quoi d'autre encore? C'est pas mon travail. Marqué. Et donc voilà ces 3 premiers mois. Lorsque vous avez vu ça, vous vous dites, ah ça, quelque chose va changer. Parce que c'est un autre changement que nous avions soutenu Bolingaï en 2006 jusqu'en 2005. Donc pour moi, les premiers moments ont rapidement emporté mon adhésion et donc c'est tout à fait naturellement que bon, j'ai suivi le reste. L'autre moment clé, c'est la révision de la Constitution qui a échoué. Je ne fais pas ceux qui pensent qu'une Constitution n'est qu'un document des hommes. On peut le changer quand on veut. C'est une affaire d'un temps. On a demandé à quelqu'un c'est quoi la meilleure Constitution et pour quel peuple à quelle époque.
Donc pour moi, l'histoire de touche pas ma constitution, touche pas ma constitution, j'estimais que c'était quand même... toute œuvre humaine est appelée à être retouchée. Là, on est en 2017. Donc 2017, oui. un an après, la révision de la constitution, et flop, je n'ai pas compris pourquoi les gens... D'autant que le mec dit, voilà quelqu'un qui vient, il dit, bon, un seul mandat, ça s'appliquera à moi-même. On met, et les gens, ils sont allés contre. On a revu la déviation à la Cour constitutionnelle, le mot de déviation. On a revu un certain nombre d'éléments clés qui étaient des véritables goulots dans l'expression démocratique. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont voté contre. Tout simplement parce que quelqu'un a demandé qu'on vote contre. Donc le jeu systémique, le jeu du système politique a fait qu'au Parlement, on a voté contre. Bon. Non, on parlera de la démocratie. Voilà, donc un an après. Voilà, donc je pense que c'est le cap du mandat. Cet échec a constitué un carrefour important. Du point de vue de mon analyse, ça a constitué un carrefour important pour la suite des événements. Alors, lorsque je me retrouve vers vous, Miguel Couitou, tout à l'heure, vous avez cité 3 temps forts. Vous avez parlé de 3 grands livres, notamment la démocratie, les droits humains, la bonne gouvernance et les relations avec les populations. Sur le plan de la démocratie, comment le régime, selon vous, a promu les valeurs démocratiques? On ne saurait parler de démocratie sans évoquer aussi l'état de droit. Oui, tout à fait. Pour moi, les deux vont de pair. Marchent côte à côte. Les frécis à moi. Et quand on va essayer d'explorer donc ces deux univers-là dans notre pays, sur les 6 années écoulées, on peut remarquer qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu beaucoup d'antagonisme, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Tout ceci mû sans doute par la volonté de l'un de mettre en œuvre ses aspirations, et d'un autre côté, vous avez d'autres personnes qui estiment que tout ceci ne va pas de pair avec les aspirations qui ont été celles du pays depuis certaines années. Et juste à côté de ces deux acteurs, vous avez les populations de façon générale qui observent, certains qui prennent position, qui ont pris position à X ou Y temps, ce qui a constitué à un moment donné un cocktail explosif, lequel a explosé en certaines peut-être de ses facettes entre 2019, 2020, 2021. Au niveau des élections législatives, communales et présidentielles. Voilà. Il faut juste, pour moi, on va passer par les réformes. Les réformes relativement... Notamment la réforme du système partisan. C'est ça, relativement au système partisan. On va faire un clin d'œil aussi quelque part à la révision constitutionnelle qui a soulevé, ou si vous voulez, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. À côté de ça, on a eu ce qu'on a appelé le quitus fiscal, on a eu les 10%, il y a eu beaucoup de principes nouveaux. Mais tous ces principes nouveaux, selon vous, est-ce qu'ils promeuvent les valeurs démocratiques? J'estime pour ma part que ces principes sont mus par la volonté d'un homme à la tête du Bénin de procéder à un certain nombre de réformes qui s'allient à sa vision. C'est ce que je pense. Quant au fait de voir ces actes-là véritablement concorder avec la volonté qui est la nôtre en tant que Béninois, à certains égards, il y a eu quand même des hicks. Il y a eu des hicks, je n'invente rien. Lesquels? Vous avez vu, par exemple, qu'à la faveur donc, de ces révisions, de la relecture de certains tests, il y a eu, par exemple, qu'en 2019, nous avons installé un Parlement qui ne reflète pas une pluralité d'opinions dans notre pays. Et malheureusement, ceci touche aussi quelque part à cette relation dont je parlais tout à l'heure, qui doit pouvoir exister et s'enraciner au fil du temps entre les populations donc, et les gouvernants. J'entends donc ces gouvernants au Parlement, j'entends je mets entre guillemets, ces personnes qui sont locataires du Parlement actuellement, qui à un moment donné n'étaient pas, selon les populations, en phase avec leurs aspirations. C'est légitime.
Et on ne peut pas reprocher Mais ces donc... députés ont été élus. C'est vous qui le dites. Je vous pose la question. C'est vous qui le dites. J'ai observé comme tout le monde. Il y a une élection législative. Nous avons assisté à la désignation de ces, Pour vous, c'était une de ces désignation. personnes. Une élection, c'est aussi une désignation. Et maintenant, il faut entrer dans les spécificités pour mieux comprendre. Pour moi, il s'est agi simplement d'une désignation. Et comme on le dit, il faut pas faire, pour moi, il ne faut pas faire une analyse déconnectée donc, des faits qui ont précédé ce que nous avons observé. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des relectures, il y a eu des réformes. Et ces réformes n'ont pas eu l'assentiment de toute la classe politique. Mieux, ces réformes, Maurice Abi parlait tout à l'heure du fait de trancher dans le vif à des moments donnés. C'est important, mais parfois, trancher dans le vif sans prendre certaines précautions, ça peut aussi être source de quiproquo, ça peut être source de méfiance, ça peut être source de compréhension. Et donc, tout ceci peut faire le lit à ce que nous avons vu, ce que nous avons observé sur le terrain. Quand je laisse ce pan-là, on ne peut pas parler non plus de démocratie et d'état de droit sans faire référence non plus, par exemple, à l'indépendance des institutions de la République. Laquelle indépendance, elle est, de façon organique, elle est établie. De façon organique, elle est établie. Mais de façon fonctionnelle, il y a eu des moments où, en tant que population, on pouvait avoir des inquiétudes, on pouvait avoir des appréhensions, on pouvait se poser beaucoup de questions. À partir de ce moment, c'est tout à fait normal que on soit sur des réserves et qu'on regarde peut-être autrement tout ce qui se fait sur ce plan-là. Alors, Miguel Couto, avant de me retourner vers Agapit Damblon-Fabricant, qui, je suis sûr, brûle d'envie de réagir, j'ai bien de vous poser une petite question. Est-ce que, selon vous, les réformes qui ont été pensées par l'administration Talon étaient fondées? Il y a une chose qui est claire. Est-ce que le diagnostic qui a conduit à ces réformes était fondé? Il y a une chose qui est claire, j'ai commencé à le dire. Quand on évolue, on aspire à une amélioration. Et il nous a été dit que cette pléthore de partis politiques et la façon dont ces partis politiques fonctionnaient à l'interne ne permettait pas que le système partisan béninois soit ce qu'il doit être. Après, on a abouti donc à cette réforme-là. Cette réforme, vous savez, c'est une réforme qui touche quand même à plusieurs acteurs, à plusieurs secteurs. À partir de ce moment, il était important, à notre sens, que l'on aille dans une méthode qui puisse rassembler les gens. On a eu le sentiment, et encore une fois, c'est ce qu'on a ressenti. Quand on observe, nous, on n'est pas gouvernants, on n'est pas dans le cercle restreint, on ne sait pas comment les choses se sont passées ou comment les choses se font là-bas. Mais de notre point de vue, quand on observe, on a observé qu'il y a eu quelqu'un qui était venu avec une volonté et qui, n'en déplaise à qui que ce soit, a foncé. Ça peut être utile à des moments donnés, mais dans le contexte qui était le nôtre, il fallait le faire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de précaution. Agapit Damblon-Fabricant, votre vis-à-vis tout à l'heure, a souligné dans son argumentaire que les réformes n'ont pas reçu l'assentiment de tout le monde et qu'il y a des inquiétudes, notamment dans l'indépendance des différentes institutions de la République. Est-ce que cet avis est partagé? Oui, c'est bien partagé. Je voudrais d'abord dire, je suis d'accord avec l'état du droit. L'état du droit, c'est force reste à la loi. Ça, c'est d'abord le principe, c'est le socle de l'état du droit. Donc, quand il démocratie, l'état du droit, c'est force reste à la loi. Et l'article 34 de notre Constitution l'a clairement établi. De tout citoyen béninois a l'impérieux devoir de respecter la Constitution et les institutions constitutionnelles. Ça, c'est le socle, le préambule et l'article 34 de notre Constitution. Donc, l'état du droit, on est en phase là-dessus. Du coup, alors, comment les lois sont établies? Par le Parlement. Le Parlement, c'est quoi? C'est un lieu où la politique se joue. C'est le jeu politique. Et le jeu politique, ce n'est pas un jeu de sacristain, c'est un jeu viril. L'autre dirait que la révolution n'est pas un direct de gala, la politique ne l'est pas non plus. Donc, à partir du moment où on a choisi un système de concurrence politique où il y a une pluralité d'offres, naturellement, il y a des jeux. Et ça, le peuple dont on parle ne s'exprime que pendant les élections. Après, chacun pense parler au nom du peuple. En 2019, selon vous, il y a eu quoi? Des élections ou des désignations? donc, dès lors qu'on s'entend sur ça,
En 2018, il y a eu la réforme. Donc, dans ma chronologie, il y a eu le rejet de la révision de la Constitution. Le chef d'État en a pris acte. Et ça, en gentleman. Comme je dis, je ne revendique pas son arrivée au pouvoir. Je ne suis pas de son sérail. Je ne travaille pas pour lui. Donc, je suis à l'aise de lui dire. Je dis, il a pris acte en gentleman. Mais c'est un homme politique. Et il a montré aux Béninois qu'il a plus de flair. Parce que quand vous êtes dans un processus de changement et vous êtes bloqué, il y a un plan B, ce qu'on appelle le plan B. Il a activé son plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est le groupement de la majorité présidentielle. Le GMP. C'est important. Du point de vue stratégie politique, les autres vis-à-vis n'ont pas vu ça venir. Mais l'autre, lui, il a pris qui va loin, ménage la monture. Il a géré son quinquennat. Parce qu'après, c'est son bilan. Donc, il a mis en place la coalition politique. Les réformes ont été faites. Et les deux réformes majeures, la charte des partis politiques et le code électoral, ont été faits à l'unanimité. En juin 2018, il y a eu un séminaire qui a regroupé toute la classe politique. Donc pour vous, il y a eu unanimité. Non, attendez. Il y a eu un séminaire qui a réuni tout le monde. Le vote a été acquis d'un côté à l'unanimité, de l'autre à une voix près, qui est celle de Mitopé. Donc, sur le plan de ces réformes, la décision était totale. Mais c'est la mise en œuvre qui a créé problème. Parce qu'il y a cette affaire de certificat de conformité. Alors, on a dit, c'est pas prévu, c'est prévu, c'est pas prévu. Notre constitution dit que la décision de la Cour constitutionnelle est susceptible de prendre recours. La Cour décide. Depuis 1990, la Cour a pris tellement de décisions tellement contestables. Mais ce fait qu'on a dit, touche pas à la Constitution, touche pas à rien. Même la réforme de 2017 voudrait réformer la Cour constitutionnelle. Mais on dit, touche pas à ça. Mais au même moment, on remet en cause sa décision. En disant, alors, quand il y a un arbitre du jeu qui tranche bon ou mauvais, il y a les voies de recours. Si on ne peut pas aller aux voies de recours, on s'exécute. Mais on ne peut pas se faire justice. Or, qu'est-ce que l'opposition a voulu faire? L'opposition a fait justice en disant, on n'y va pas. Il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu un comité qui a décidé au Parlement. Ils ont signé même. Après, ils reviennent sur leur signature. Alors, et comme ça, on est à la fin d'une législature. On va attendre que les jeux politiques se jouent à Porto Novo, dans les officines, à Kadjeou, à je ne sais pas où. Ça ne peut pas se jouer comme ça. Nous sommes à la matière. Les institutions doivent se poursuivre. Et il doit y avoir des élections en temps régulier. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu bel et bien élection en 2019. En tout cas, moi, ce que j'ai appris en droit, comme je vous l'ai dit, dans aucun manuel de droit public, il n'y a pas opposition majorité. Il n'y en a pas. Il y a parti politique, point. Les élections doivent être plurielles, ouvertes à tous. Les élections doivent être, les gens doivent être mis sur le même pied d'égalité. Les élections doivent être sincères. Et je mets l'accent sur la sincérité en disant c'est-à-dire que les résultats doivent refléter effectivement le choix du peuple. Et en la matière, je ne vois pas où se trouvait le problème. Nous, on a sorti un paradigme en 2019, le taux de participation. Ça n'a jamais été une approche béninoise. À partir du moment où le vote est libre, aller voter est libre, le constituant, ou comme le législateur n'a plus cherché à introduire alors un seuil de participation aux élections. Du coup, 1%, 5%, 20%, c'est légitimé. Ici, la légitimité croise avec la légalité. Et dans le cas d'espèce, les élections ont bel et bien lieu sur la base de nos textes. Alors, ceux qui ne sont pas voulu y aller, donc je ne peux pas accepter qu'on parle de désigner, on n'a pas désigné. C'est une élection, on est allé aux urnes. Des 10%, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie avec les principes fondamentaux de la démocratie? Mais qu'est-ce que vous appelez l'antinomie? Lorsque la Constitution de 90 dit qu'à 40 ans, on peut pas aller aux élections, qui vous dit qu'il va avoir 40 ans pour aller aux élections? Pourquoi à la présidentielle? C'est pas antinomique qui a dit ça. Toute loi, vous savez, la loi, c'est la volonté du peuple à un moment donné. Et ce peuple représenté par ses mandats, ses mandataires légalement désignés. Dans le cas d'espèce, on a dit que la souveraineté ne s'exprime pas à travers le référendum ou lors des élections. Et donc le Parlement représentant du peuple a pris les décisions du peuple, au nom du peuple. C'est une représentation, c'est une démocratie représentative. Donc aucune autre structure, et la Constitution l'a dit, aucune autre structure ne peut parler au nom du peuple. Je dis aucune autre ne peut dire que je parle au nom du peuple. Après le moment où les élections se sont passées, c'est les mandants, ce que le peuple a mandaté. C'est eux, c'est les mandataires. C'est eux qui parlent au nom du peuple. Et ce mandataire, c'est le Parlement que nous avons là. Je suis d'accord
elle est monocolore, comme on veut. Cette Assemblée nationale. C'est une évidence. C'est bien dommage. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est inscrit nulle part qu'on doit attendre un dernier de la classe pour gagner les élections. Si vous n'êtes pas prêt, ça se passe sans vous. Miguel Couto, c'est comme ça. Lorsque vous faites votre état des lieux de la démocratie sur le plan des droits humains, qu'est-ce que vous avez noté? Sur le plan des droits de la jouissance, si vous voulez, de la promotion et de la protection des droits humains, je note quand même beaucoup d'éléments. Je vois beaucoup de traces d'avancées. Je vois des tâches, cependant, bien noires, qui restent indélébiles. Je vois quelque part aussi des processus, ou si vous voulez, des actions qui ont été enclenchées. Ces traces d'avancées. Oui. Le Bénin a été élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pour moi, c'est une avancée, il faut saluer cela. Le Bénin a reçu le statut A. C'est à saluer. Bien que, il faut dire que ça s'est fait sous le régime qui est en place. À partir de ce moment, ça fait partie du bilan. C'est au compteur. Donc, on apprécie, on salue. À côté de ça, vous avez la signature et l'adoption, si vous voulez, plutôt la ratification de certaines conventions et de protocoles de convention qui étaient en instance. C'est à saluer aussi. Nous avons eu l'installation de la Commission béninoise des droits de l'homme, enfin, il y a quelques années, et c'est salutaire aussi. On peut citer, hein, si vous voulez, également l'avènement de l'Institut national de la femme, doté de moult prérogatives, qui désormais doit pouvoir être le salut de la femme béninoise. Nous apprécions cet effort aussi. Les efforts, comme je le disais tout à l'heure, pour nous sont évidents. Mais je parlais tout à l'heure aussi de taches noires qui restent indélébiles et qui, pour moi, vont entacher la gouvernance de M. Patrice Talon quand il va partir du pouvoir. Pour moi, c'est un postulat. Nous avons eu des atteintes, ou si vous voulez, des atteintes et des violations du droit à la vie. Nous avons perdu des concitoyens, des concitoyennes à la faveur de plusieurs actes. À la faveur, par exemple, d'exécutions extrajudiciaires. Nous en avons connu par le biais de l'usage, ou si vous voulez, du recours excessif à la force, à des armes à feu. Je n'invente rien. Tout ceci a été établi dans des rapports qui existent. La Commission béninoise des droits de l'homme, qui est une institution de l'État, qui parle au nom de l'État du Bénin et qui doit pouvoir, au regard de ces trois prérogatives, la protection, la promotion et la réparation, est censée attirer l'attention, faire des recommandations, faire des propositions, mais aussi être à l'écoute des populations. À côté, aussi travailler à ce que les personnes qui ont vu leurs droits lésés puissent obtenir réparation. D'abord justice, puis réparation. Et nous avons connu, dans le cadre donc sur le plan des droits humains, on a connu donc beaucoup de biais qui pour moi restent encore une fois des taches noires indélébiles, qui ont sali donc, qui font partie des éléments ayant sali cette gouvernance-là. Et on ne peut pas évoquer ça sans faire un clin d'œil non plus à la loi dite d'amnistie, qui est intervenue et qui a permis à certains de nos compatriotes en détention de pouvoir être libérés. À tort ou à raison, nos avis sont partagés sur cette loi-là parce que quelque part, elle vient légitimer d'une certaine façon la spontanéité à recourir à la force et à porter atteinte à certains droits. Exemple, vous savez qu'à la faveur de cette loi, il y a, on dit, on fait table rase. Donc, plus personne ne répondra donc de ces actes dans la période de turbulence qui a conduit donc à la prise de cette loi. Et à partir de ce moment, pour nous, quelque part, ça vient, même si ça aide à résorber certaines questions, ça aide quelque part à porter davantage atteinte aux droits humains. Le droit, par exemple, de savoir ce qui s'est passé. Le droit, par exemple, de savoir qui a donné l'ordre à qui. Pourquoi est-ce qu'on a tiré? Pourquoi et comment? Ça, c'est un droit aussi que nous revendiquons, de savoir pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et donc,
ce qui nous réjouit quelque part, c'est que oui, la loi d'amnistie n'a droit de citer qu'à l'interne. Et donc, c'est des questions qui, à tout moment, vous pouvez faire couler beaucoup d'encre et de salive au niveau des juridictions internationales. À côté de cela, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de la jouissance des droits humains, il y a ce droit-là d'accéder à la justice. Et en tant que tel, il y a eu aussi des décisions. Mon vis-à-vis parlait tout à l'heure de ce que force doit rester à la loi quand on est dans un état de droit, c'est vrai. Mais autant force doit rester à la loi quand on regarde ou quand on fixe les citoyens, force doit rester à la loi aussi quand on fixe les gouvernants. Et en ce sens-là, lorsqu'il y a des décisions de justice, l'État doit pouvoir, à travers tous ces démembrements, respecter ces décisions de justice, faire en sorte que ces décisions soient exécutées. À certains égards, ça n'a pas été le cas. Je n'invente rien encore une fois. Donc, à partir de ce moment, pour moi, les avis restent, si vous voulez, le bilan sur le plan des droits humains reste blanc-noir. 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 Alors, Agapit Naploum-Fréquent, vous avez suivi tout à l'heure Miguel Couto qui estime que le bilan sur le plan des droits humains reste blanc-noir. Elle a évoqué des faits. Selon vous, quels en sont les facteurs ou les causes exogènes et endogènes? Écoutez, on est en phase. Hein. Je suis totalement d'accord avec son analyse globalement. Le problème est que, vous voyez, écoutez, depuis 1789, avec la Déclaration des droits des peuples et des citoyens, la Déclaration des droits de l'homme, les pactes, tout ça là, pourquoi le monde est toujours en turbulence? Pourquoi tout ça n'a pas établi un monde de justice? Parce que c'est là où il y a l'action dynamique des hommes, il peut jamais avoir unanimité. Donc le droit n'est pas, le droit il est dynamique. Les droits humains sont dynamiques. Les droits individuels s'opposent aux droits collectifs. Les droits politiques s'opposent parfois aux droits culturels. Donc du coup, vous ne pouvez pas voir le droit dans un sens unique. Lorsqu'elle évoque les événements de 2019, vous avez lu le rapport de la Convention des droits de l'homme. C'était un rapport à charge. Tout comme la société civile a déjà été à charge lors des élections. Vous dites quoi d'un rapport à charge? Je dis, tout comme la société civile a été déjà à charge lors des élections. D'autant qu'on m'a parlé de l'usage excessif de la fraude. Vous voyez, quand on parle de ces événements, surtout quand des gens ont perdu les leurs, ça fait mal parce que celui qui va m'écouter, qui a perdu ces gens, d'avoir dit, mais lui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si, je connais la dureté lorsque vous avez perdu un parent. Mais il faut voir dans la décence. Le dimanche 28 avril, des maisons étaient brûlées à Parakou et dans d'autres endroits. La police n'a pas intervenu. On est allé chez un député, on a brûlé sa véhicule, on a brûlé sa maison. Très peu de. Il n'y a même pas eu aucune voix s'est montée pour condamner. Dans la société civile, dans les défenseurs des droits humains, personne. Parce que ça, lorsque vous soutenez le pouvoir, vous êtes député, vous n'avez pas de droits privés, vous n'avez pas de droits humains. Donc, on a laissé. Donc, 28, 29, 30 avril, donc les lendemains, les gens ont empêché les élections à certains endroits. Donc, si vous ne voulez pas aller voter, vous ne pouvez pas empêcher les autres. C'est leur droit. Alors, il y a fallu le 1er mai à Cotonou. Lorsque ça a démarré à Kadjeron, les gens ont commencé à brûler les immeubles, brûler les stations et déployer un dispositif. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité publique. Et dans la sécurité publique, il peut y avoir, à ce moment-là, ce que vous avez appelé l'usage excessif. C'est possible. C'est déplorable. C'est tellement déplorable que, comme je l'ai dit, partout, il y a décès. Il y a un mort. Le mort, ça change tout. Et ceux qui ont perdu les leurs. Mais cela dit, ce qui est passé là, il faut avoir la froideur de l'analyser. Et la sincérité de l'analyser. Pour qu'on voit que c'est c'est les déclencheurs. Je suis d'accord, la communauté internationale, elle est quoi? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a un président Gbagbo 10 ans. Aujourd'hui, quelle lumière cette justice internationale a eu à faire sur la situation en Côte d'Ivoire? Qui a déclenché la situation en Côte d'Ivoire? Qui a tué le général Gueye? Le CPI a servi à quoi? À clarifier la situation de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on soit les deux pieds à terre pour analyser les événements et surtout essayer d'équilibrer. Oui, aucune action, aucun changement ne peut se faire avec l'adhésion de tout le monde. Donc, mais lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous devez utiliser les moyens de manière assez modérée. Mais lorsque vous brûlez les pneus, lorsque vous empêchez, lorsque vous utilisez des forces, vous empêchez le rôle régulateur de l'État. Mais Agapit Naploum-Fréquent, qu'est-ce qui a amené les populations à avoir cette récurrence dans ces actes-là? On les a notés en 2019, on les a notés en 2020.
et pire encore en 2021. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un problème? Non, vous savez, je vous ai dit. Soit vous êtes dans l'immobilisme, il n'y a aucun problème. Soit vous êtes dans l'action. Regardez, partout il y a changement. Il y a naturellement la réaction. Parce que l'homme... Est-ce que quelque part il n'y a pas un problème ou un souci d'appropriation des réformes qui sont engagées? Non, sur le plan politique notamment. Parce que que les crises qui nous ont amenés à ces événements que nous déplorons aujourd'hui sont issues des réformes politiques qui ont été engagées. Aucune réforme n'a pas de la dernière de tout le monde. Et parfois, on peut faire votre bonheur contre votre gré, lorsqu'on s'appelle l'État. C'est comme le médecin, comme je dis toujours, il est en face d'une plaie gangrénée. Qui veut qu'on sectionne? Mais personne ne veut qu'on aille d'attaque. Alors donc, de deux choses l'une. On peut pas, c'est l'un ou l'autre. Soit on va sur la gangrène, on met les moyens radicaux qui peuvent vous faire mal, ou alors on sectionne. Vous dites non, on ne touche pas à ça. Mais on va finir par sectionner. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes contre la manière dont on fait nos élections. Quand vous analysez nos élections de 90 à 2016, vous allez voir, il n'y a pas, en dehors de 1 ou 2 élections qui sont bien déroulées, tout le reste, il y a contestation. En 2010, on est allé à peine aux élections. On a reporté, on a retouché la liste électorale en veille, et le jour des élections, les gens n'ont pas retrouvé leur nom ici et là. Tout le monde a dénoncé. Mais quand il faut aller aux actions justes et radicales, on dit qu'il y a un problème. Donc, mais ici, le souci, on a comme l'impression que c'est inédit, ces faits qui sont produits. Lesquels, par exemple? Où des gens ont été tués, on fait face aux forces de l'ordre. Vous savez, comme je le dis toujours, je ne sais pas si lorsque quelqu'un va commencer par brûler votre maison, vous allez applaudir pour dire non, c'est droit humain. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va vous agresser parce que vous soutenez un régime, ou que vous soutenez une conviction, vous allez trouver que c'est droit humain, on ne le touche pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis dans un sens comme dans un autre, dès qu'il y a une mort, il est tout à fait normal qu'il y ait plus d'émotions. Je vous ai dit, le rapport, ce que je n'ai pas aimé dans le rapport de la Convention des droits de l'homme, c'est qu'on n'a pas, on a isolé les faits comme s'ils étaient isolés. Non. Ce qui s'est passé le 1er mai à Cotonou, il faut le mettre ensemble avec le 29, donc les blocages des rues, les violences dans certaines villes le jour des élections. Le fait qu'on ait empêché, un instant, le fait qu'on ait empêché certains de voter. Tout ce qui s'est passé, si on ne le dit pas, on a même annoncé des morts. Et après, on est revenu s'excuser. Donc, tout ça est venu créer une certaine ambiance, une psychose. Donc, l'État qui a été obligé d'utiliser la force, peut-être qu'elle est disproportionnée, je ne le juge pas, certains ils ont pu le qualifier pour le juger, mais à partir du moment où une situation déborde, oui, l'État utilise la force publique pour mettre de l'ordre. Donc, je pense que personne ne peut regarder des gens brûler des édifices publics et dire droit humain. Nulle part que les grandes démocraties occidentales ne nous ont pas obligés à ça dans aucun document de droit. La liberté, les droits humains dont on parle, toutes ces déclarations internationales, africaines, notre constitution, quand on parle des droits que vous avez, on dit toujours, à force d'en répondre des abus devant la loi, à force d'en répondre à charge à vous, d'en répondre des abus devant la loi. La loi, donc, à partir du moment où vous commettez un acte, vous devez en être responsable devant la loi. Responsable. Et l'amnistie, juste un petit mot sur l'amnistie. Oui. Oui, je suis d'accord qu'on peut être partagé sur l'amnistie. Vous savez, entre une responsabilité hypothétique d'un État en situation de légitime défense et des jeunes qu'on a dû libérer aujourd'hui, qui reconstruisent leur vie, parce qu'ils étaient peut-être égarés hier, et je pense quand même que là également, il faut savoir doser. Moi, j'estime que, oui, l'amnistie était, je ne suis pas non plus partisan, je n'étais pas partisan du tout, mais au même moment, j'estime que, oui, au moins ça a permis à des milliers ou bien des centaines qui avaient été pris, au moins de retrouver leur vie normale et qu'on n'évoque plus cette situation-là. En ce moment, aujourd'hui, les gens réclament encore d'amnistie. On réclame grâce, on réclame amnistie, mais on ne peut pas aller continuellement. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'était la pédagogie de l'État de dire il peut y avoir des égarés, mais il ne peut pas avoir continuellement. Merci à vous, Agapit Naplom Africain, pour vos explications. Je me retourne vers Miguel Couto. C'est vrai que le sujet est toujours passionnant. Il continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque vous avez évoqué ces faits-là tout à l'heure, Agapit Naplom Africain a évoqué les faits des 28, 29, 30, 1er et 2 mai 2019. Il y avait également des faits en 2020, également en 2021. Miguel Couto, au regard des enjeux qui y concouraient, n'était-il pas nécessaire que la force publique entre en jeu, selon vous? Il est dit que lorsque la force publique doit intervenir,
c'est un dernier ressort. C'est-à-dire qu'on a pris le soin d'utiliser les moyens adéquats et même quand la force publique doit intervenir, proportionnalité doit être de mise. Alors, vous pensez, je vous interromps pas. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Vous pensez que Théophile Diarro, qui est décédé à l'université d'Abomey-Calavi, a été tué ou a perdu la vie dans le respect de ce principe-là? Je ne vous tiens pas rigueur, je ne vous tiendrai pas rigueur si vous répondez ou ne répondez pas à la question, parce qu'ici, évidemment, c'est vous qui l'avez posée. Cependant, c'est tellement facile de peindre le tableau comme on le fait là et de reprocher aux gens de dire ce qu'ils pensent. Cette caricature du président de la République, ou si vous voulez du gouvernement, comme un chirurgien, excusez-moi, pour moi, ça n'a pas droit de citer. Pourquoi? Parce que les deux situations ne sont pas les mêmes. Les deux situations ne sont pas les mêmes. Est-ce à dire que le président Patrice Talon est le seul qui sache ce qui est bon pour les Béninois, pour les Béninoises? Et qu'à partir de ce moment, nous, en tant que citoyens, on n'a rien à dire ou à redire qu'on m'excuse. Et je me réjouis cependant de ce que, heureusement, fort heureusement, nous sommes certes dans une représentativité, mais il y a encore des moyens qui nous sont donnés en tant que citoyens. Autrement, il y aurait, si on était dans un autre système, par exemple dans un système où, lorsque vous cédez vos pouvoirs, c'est-à-dire que, malheur à vous, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, j'imagine si certaines personnes, telles mon vis-à-vis, étaient au pouvoir, personne ne donnerait cher de notre peau quand je l'entends parler. Je suis, à la limite, je suis choquée. Je suis choquée et je comprends la posture, je comprends les arguments, mais j'estime que le citoyen lambda ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Pour lui, vous parlez du... Vous l'avez écouté? Pour lui, vous parlez du charabia. Cher monsieur, quand vous parliez, je ne vous ai pas interrompu. Je vous ferai... Merci de me faire la faveur de... Avancer, mais voilà, merci de me faire la faveur de ne pas non plus m'interrompre. De ne pas non plus m'interrompre, s'il vous plaît. Merci à vous. Je n'ai pas utilisé de mots assimilant ou s'assimilant à de l'injure, à ce que je sache. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous êtes revenu sur des points que j'ai abordés. C'est tout à fait votre droit. Laissez-moi le mien. Laissez-moi exprimer aussi le mien, bien que nous soyons sur un plateau de télévision. Alors Miguel Ruto, lorsque je reste toujours avec vous, est-ce que pour vous, au nom de la démocratie, au nom de revendications, on peut faire usage de tout moyen qui passe par la tête, notamment à s'en prendre à des forces de l'ordre, à s'en prendre à des éléments de défense. Pas plus tard, cette semaine, nous avons vu par exemple, puisque nous faisons le point, nous avons vu par exemple des citoyens béninois s'en prendre physiquement à des forces de défense et de sécurité. Est-ce que pour vous, dans des cas de figure de genre, lorsque le policier réagit avec l'usage de l'arme ou avec un moyen quand même qui peut quand même faire coûter la vie à son agresseur, est-ce que dans ce cas de figure également, on pourrait dire que l'État n'a pas été quand même dans l'usage de forces proportionnées? Mon cher ami, nous sommes tous béninois. Oui. Et le Bénin nous appartient à tous et à toutes. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le pays brûle. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le pays s'enlise ou s'installe définitivement dans la violence. Personne ne fait l'apologie de la violence. Personne. Encore une fois, personne. Et les cas que j'ai évoqués, je n'invente pas. Nous sommes en train de faire un bilan. Si vous voulez qu'on avance, avançons sans regarder derrière. Mais vous avez intitulé votre émission, enfin les deux pans de l'émission, c'était d'abord de faire le bilan. Oui. Et donc nous sommes en train de faire le bilan. Nous ne sommes pas fiers de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas fiers de ces événements ou, si vous voulez, de ces taches noires-là qui restent indélébiles. Nous n'en sommes pas fiers. Ça ne fait pas notre fierté parce que nous sommes béninois. Et ce que nous revendiquons, c'est que le Bénin puisse, au-delà de nos frontières, rayonner positivement. Mais il est important, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Il est important de mettre le doigt sur un certain nombre de faits pour permettre à ce qu'à l'avenir, l'on fasse davantage attention. Quand je dis l'on, je ne parle pas seulement des gouvernants. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai parlé de différents acteurs. Ce qui s'est passé, ce n'est pas les partisans du pouvoir
et le pouvoir en place qui se sont chevauchés ou qui ont été en contradiction. C'est avec d'autres acteurs de la même, du même pays, de la même nation en construction. À partir de ce moment, tous ces acteurs-là sont des Béninois. Donc, nous sommes dans la posture de dire, quel que soit votre camp, ce que nous revendiquons, c'est que le pays soit apaisé pour nous tous. Et on ne peut, c'est tellement facile de dire les choses comme je les ai entendues tout à l'heure, qu'on ignore ou on fait semblant de ne pas mettre le doigt sur le fait, par exemple, pour l'État du Bénin. Vous savez qu'il y a eu un arrêt de la Cour d'appel relativement au journal de Feu Vincent Folly, qui est revenu sur une décision en instance. Mais cette décision, cet arrêt n'a pas été mise en œuvre, si vous voulez, n'a pas été exécuté pendant un bon moment. Et pourtant, nous sommes dans un pays de droit. Je n'invente rien. Mieux, nous avons vu dans ce pays un certain Bertin Corvi qui avait été, contre lequel le mandat d'arrêt avait été lancé. Mais nous avons vu cette même personne revenir au Bénin, se pavaner. Il est passé par différents endroits. Il a été reçu. Pour qui connaît le sens du mandat d'arrêt, on peut être en mesure, c'est pour cela que je dis, il y a des éléments qui concourent à faire en sorte qu'on ait de la méfiance, qu'on se pose des questions, qu'on se demande si quelque part il n'y a pas eu du 2 poids 2 mesures. Mieux, vous avez le conseil de la magistrature qui a été le test qui régit ce conseil-là qui a été révisé. Au lieu d'assainir le milieu, on a vu ce qui s'est passé. Plusieurs rapports ont fait état du recul que l'on a connu dans notre pays. Je ne veux pas évoquer le cas Ignace Sossou, je ne veux pas évoquer le cas de certaines lois qui ont été votées, dont certaines dispositions, quelque part, viennent limiter davantage, excusez-moi, négativement, la jouissance de certains droits dans notre pays. Le dire, ce n'est pas être contre le chef de l'État. Le dire, c'est rester factuel. Le dire, c'est attirer l'attention sur ce qui, pour nous, encore une fois pour nous, ça peut ne pas être les mêmes points de vue, mais ça reste notre avis. Justement. Nous le la démocratie, la contradiction. C'est cela, mais nous revendiquons notre point de vue. Et donc le dire, ce n'est pas jeter la pierre au chef de l'État, ni jeter la pierre à ses partisans. Le dire, c'est attirer leur attention sur ce qui pour nous semblait avoir été à des moments donnés des égarements pour que des efforts en cours, ou certains efforts en cours, soient davantage renforcés et que d'autres efforts se fassent pour que on n'en arrive plus en 2023, par exemple, à ce à quoi nous avons assisté, qui a conduit au désamour observé aujourd'hui. On a beau dire que les gens qui sont au Parlement aujourd'hui ont été élus. OK, mais il n'en demeure pas moins qu'avec la base, cette complicité qui a toujours régné n'existe pas. Qu'est-ce que vous êtes en tant que gouvernant si la base, si vos mandants n'ont plus le sourire lorsqu'ils vous voient? Qui êtes-vous? Merci à vous, Miguel Fruto. Je retourne vers vous, Agapit Nablo-Mafrican. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. C'est vraiment pas remis le couteau dans la plaie, mais vous avez la parole. J'espère que vous n'allez pas me couper. Personne n'aime qu'on le coupe ici. Moi, ce qui m'amuse, c'est que certains pensent qu'ils parlent droit et ils pensent qu'ils ont le monopole de la parole et le monopole de la vérité. Je ne dis pas 2 fois que mon vie avait raison sur l'analyse. Je ne dis pas que tout est rose. Pas du tout. Elle a fait une analyse, tout ça. J'ai dit, je suis globalement d'accord. Il faut bien qu'on s'entende là-dessus. Mais après, qu'elle souffre que je ne sois pas totalement d'accord avec elle. Et parce que je ne suis pas d'accord avec elle, que oui, bon voilà, enfin, si c'était avec le pouvoir, ils allaient faire si. J'ai entendu beaucoup de choses tout à l'heure. On m'a même évoqué le charabia par rapport à un peuple. Vous parlez de quel peuple? De quel peuple vous parlez? C'est vous qui injuriez. De quel peuple vous parlez? Vous avez rencontré le peuple où? C'est vous qui injuriez. Non, tout à l'heure, vous l'avez dit que vous n'allez pas. Donc, je vous interpelle. Je vous l'interpelle également. Bien. Vous parlez de quel peuple? Déjà, parle du peuple. Quel peuple? Il est où? Vous l'avez rencontré où? Vous dites qu'il n'y a pas de souris. Oui. Il ne peut pas avoir de souris là où on est dans une conjoncture de situation pas totalement adéquate. Le rôle de Patrice Talon, je ne sais pas de ceux qui l'ont fait venir au pouvoir, je ne travaille pas avec lui, mais son rôle n'est pas facile. Évidemment, vous êtes relativement jeune, c'est normal, vous avez votre temps à vous de faire vos analyses et vos expériences. Mais moi, ça fait près de 40 ans, 30 ans que j'analyse l'activité politique de notre pays. On ne peut pas de manière continue repousser ce qu'on doit faire et mettre un peu d'ordre. Et dans le processus de mettre de l'ordre, c'est sûr qu'il y a quelques dérives. Donc, je ne dis pas que votre tableau n'est pas réel sur le plan de l'analyse des faits. Après, il y a les questions de chronologie. Vous avez cité des cas. Mais je dis, pour moi, en termes de chronologie,
il faut bien qu'on s'entende. Et puis, comme la rigueur du juriste, c'est aussi ça, à mon humble avis. Et on ne peut pas parler du premier 2 et suite quand on n'a pas parlé du 29-30, de ce qui a précédé. Et que l'État est resté dans quel pays, dans aucune grande démocratie. Personne ne peut rester muet quand on met feu. Or, si à Parakou, il y avait eu un petit coup de feu ou bien un petit rôle de la police le 28 avril, ça aurait dégénéré, on aurait dit, on a tué. Et ceux qui étaient déjà postés ont même déjà annoncé des morts. Ils ont même induit la mission de l'Union africaine en erreur. C'est de ça que nous parlons. Personne ne dit que tout est rose. Personne ne dit qu'il n'y a rien eu que tout était parfait. Mais je vous dis, lorsque vous serez à des niveaux de responsabilité, et il y aura une situation où vous aurez 2, 3, il me semble que vous aurez à choisir entre là où vous réglez plus du monde, lorsque le droit collectif est en danger, il est évident que vous êtes obligé de choisir. Et donc, pour moi, je continue de le dire, à des moments donnés, on prend des mesures. Et Patrick Talon est peut-être venu à un moment difficile de l'histoire de notre pays où il fallait prendre certaines mesures radicales. Merci. Voilà, moi je ne veux pas aller plus loin. Merci. Il fallait prendre certaines mesures radicales. Après, c'est sûr, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans peut-être, les gens auraient oublié tout ça parce qu'ils seront dans une situation où les mesures radicales prises ont porté leurs fruits. On aurait déjà oublié peut-être, et peut-être ils auraient oublié qu'ils ont taxé des gens de ci ou de ça en ce moment où on disait que c'est bon parce que lorsque vous dites que c'est bien, lorsque vous prenez une position, c'est sûr que vous avez un intérêt particulier. Voilà. Donc, nous faisons le même travail en regardant deux pôles d'une même situation. Heureusement, d'ailleurs, c'est ça aussi la démocratie. Merci à vous, Agapé Mafoïkan. Je retrouve à vous, Miguel Couto, sur le plan de la bonne gouvernance, j'allais dire. Quel est votre bilan? On a vu des mesures qui ont été prises. Par exemple, pour lutter contre la corruption, il y a eu des mesures. On a vu la création de la Cour des comptes. On a vu la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a fait encore une fois couler beaucoup d'encre et de salive, qui dès sa création n'offrait pas le double degré de juridiction. Ça a été décrié longtemps parce que justement, ça n'offrait pas toutes les conditions pour accéder comme cela se doit, à la justice de façon équitable. Et par la suite, nous avons vu que ce hic a été corrigé. On a vu, encore une fois, il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu beaucoup d'actions, mais quelque part, il y a ce côté quand même amer qui est resté. Parce que, vous savez, aux premières heures, il y a des gens qui ont fait les frais de cette juridiction-là. Il y a, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des moments donnés, observant de dehors, on a le sentiment du 2 poids, 2 mesures sur certaines questions. Et c'est ce sentiment, c'est ce ressenti aussi quelque part qui fonde parfois des réactions, ce qui est tout à fait normal. Il appartient donc au gouvernement de travailler à rassurer tout le monde sur ce plan-là. Parlant de l'état de droit, enfin, si vous voulez, de la bonne gouvernance, puisque c'est cela que vous avez évoqué, il y a aussi la bonne gestion de nos ressources. Il y a la rationalité dans la gestion qui est faite. Vous savez que pendant longtemps, la Commission béninoise des droits de l'homme n'a pas eu les moyens de ses prérogatives. Il y a seulement quelques mois que, fort heureusement, progressivement, les choses ont commencé par rentrer dans l'ordre. Il y a aussi que, parlant de bonne gouvernance, l'État a fait des choix à des moments donnés. Ces choix, pour nous, certains de ces choix, pour nous, n'étaient pas opportuns au moment où ils ont été opérés. Exemple, il a été décidé il y a quelques mois en arrière de rénover le palais de la Marina. Et moi, je faisais partie d'un groupe de personnes qui avaient estimé en son temps que c'est salutaire. Mais on a voulu savoir pourquoi ce choix à un moment T. Quand on sait qu'il y a d'autres défis qui, à la limite, serrent la gorge des populations. Le défi, il y en aura toujours.
Il y en aura toujours, certes, mais il y a, pour les populations, il y a des priorités. Pour le chef de l'État et son gouvernement, il y a certainement des priorités. Peut-être qu'à des moments donnés, ces priorités ne concordent pas, c'est-à-dire ne se superposent pas en des temps précis. À partir de ce moment, nous nous sommes posé la question. Et nous avons même été jusqu'à vouloir savoir combien a été dépensé. C'est important, hein, quand on parle de bonne gouvernance, on parle aussi de redevabilité. Et en tant que tel, les gouvernants ont l'obligation, quand ils dépensent un copec, de pouvoir nous dire comment ces sous ont été gérés, puisque, comme vous le savez, la mobilisation des ressources au niveau de l'État appelle à la contribution de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois en arrière, on crie que les taxes sont en train de nous enliser, à bon droit évidemment, sans que les conditions salariales, par exemple, n'aient été améliorées en amont. Rencontrer en vue. Vous avez dit en vue, moi je parle en amont, avant que cette décision-là ne soit prise. Donc pour moi, il y a une question de méthode, il y a une question de démarche. On ne peut pas, à mon sens, prendre certaines décisions sans auparavant avoir pris certaines dispositions. Je comprends que l'on ait envie d'aller vite. On nous a parlé de 5 ans. On a dit, je me souviens encore devant mon poste téléviseur, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, en 5 ans, je ferai le job. Mais 5 ans après, on a estimé que les chantiers qui avaient été entamés doivent pouvoir se poursuivre avec notre concours. C'est humain, on le comprend. On ne lui en veut pas au chef de l'État. Notre aspiration à nous, c'est simplement que le pays continue d'appartenir à tout le monde, que c'est les actions, les actes qui parfois donne le sentiment qu'il y ait du 2 poids 2 mesures ou que certains ont plus de monopole que d'autres, qu'on travaille quand même à minimiser ces ressentis-là, puisque on a beau construire les infrastructures, on a beau améliorer l'aéroport Bernadette-Ganty, on a beau construire un supermarché, si vous voulez, un centre commercial autour du stade Mathieu Kérékou, si on ne prend pas des dispositions en amont, toutes ces personnes qui avaient été par exemple déguerpies en 2000 aux premières heures de gouvernance et qui au jour le jour sont chassées des feux et tout ça, c'est normal. On veut embellir nos rues, etc. Mais il y a que ces gens-là font ça pour s'en sortir. Donc, c'est-à-dire que c'est important d'aller vers une forme d'holisticité. Autrement, Est-ce la méthodologie qui vous pose problème ou la volonté de changer les choses? La volonté de changer les choses, c'est une volonté qui est mue et qui peut être mue par tout individu. Mais changer quelque chose, de quelle façon, dans quel sens? C'est là tout le débat. C'est là tout le débat. Alors, Agapiti Mavoïka, est-ce que vous avez noté des 2 poids 2 mesures? La démocratie, c'est 2 poids 2 mesures. La démocratie, lorsque quelqu'un gagne, il gagne contre d'autres. C'est-à-dire que, on fait comme, j'adore cette formule de M. Jourdain qui faisait la prose sans le savoir. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'on se connaît. Lorsque le gars gagne 50%, 51%, il y a 49% qui sont restés sur le carreau, qui vont chercher à tirer vers le bas sa gouvernance, parce qu'ils ne se retrouveront pas dans ce qu'il fait. J'entends, on dit oui, c'est bon, mais il y aura toujours mais. Dans 1000 ans, il y aura toujours le mais. Le mais ne peut pas empêcher celui qui est élu à sa vision des choses. C'est lui qui fait ses choix. Et c'est pour ça qu'il doit avoir des... Il est élu sur la base d'un programme. Son programme à lui, justement. Et donc, c'est normal qu'il déroule son programme, son projet de société, et qu'à échéance régulière, il mette son mandat en jeu. C'est vrai qu'en Afrique, on fait cette affaire de mandat unique, mandat limité, parce que le peuple en qui on a confiance. Et les États-Unis, on sait dans quelles conditions le mandat était limité. En France, on sait dans quelles conditions ils ont fini par voter la limitation du mandat. C'est un septennat non limitatif, parce qu'on estime que le peuple devant lequel on va choisir, vous apprécie, et c'est dans quelle mesure il vous renouvelle son mandat ou il vous sanctionne. Mais dans le cas d'espèce, donc, on ne va pas quand même laisser la présidence. On ne va pas laisser les lieux totalement désuets, laisser nos voix, les trous. En 2010, en 90, 91, on a dit à Soglo, c'est les pavés qu'on va bouffer. Et le personnel qui a dit ça revient comme ministre des TP pour dire oui, mais bon, j'étais dans l'opposition quand je le disais. Oui, mais d'accord, quand j'étais dans l'opposition. Mais quand Cotonou, qu'on avait connu en 90, embelli par Soglo, par les pavés, déjà, qu'on a dit on ne va pas manger les pavés, mais ça a permis aux gens de rouler, d'aller à Figueroa facilement, de construire à Figueroa, de faire à Gonticon, de faire Saint-Rita. C'était des endroits qu'on ne pouvait pas passer, étoile rouge. Aujourd'hui, avec l'asphaltage, par exemple,
Je pense que ça a changé le visage et permet aux gens de mieux rouler, et ainsi de suite. Mais en faisant ce choix, il y a également le choix de l'embellissement. L'aéroport est notre vitrine, c'est le pays, c'est là où on rentre dans le pays. On est loin de cet aéroport où on rentre, où ça chauffe, où tout le monde... Dès que les gens entrent dans le pays, comment vous allez promouvoir le tourisme si vous laissez l'aéroport dans un état comme cela? Donc, le social, parlons-en. On ne peut pas parler du social lorsqu'on n'a pas déjà créé les conditions de la richesse. Et les conditions de la richesse, c'est déjà aussi l'embellissement de nos places, de nos endroits publics. Donc, la redevabilité. J'estime que les voies, l'État, notre constitution a prévu les organes devant lesquels l'État fait preuve, doit aller et valider. La loi de règlement, c'est régulièrement fait. C'est au niveau du Parlement. La Chambre des comptes de la Cour suprême, devenue Cour des comptes maintenant, est là pour ça. Ce n'est pas le peuple, c'est pas un peuple virtuel devant lequel le gouvernement va faire sa redevabilité. Maintenant, après, il est évident que des documents existent. Il appartient à chacun d'aller vers les matériels, les ressources qu'il faut pour avoir ces informations-là. Mais je dis encore une fois de plus que gouverner, c'est un choix, c'est choisir. Mais quand vous choisissez, vous ne pouvez pas prendre l'adhésion de tout le monde. C'est impossible pour moi. Donc, les choix faits sont les choix de Patrice Talon. Il a 5 ans, il en a eu, il a fait ses choix. Il a 5 nouvelles années et il est en train de faire ses choix. Après, la postérité décidera, jugera, appréciera. Mais je pense que pour moi, oui, observant de loin et voyant ce qui a été fait tout le temps, j'estime que pour le peu qu'il a, pour les marges qu'il a, je pense. Regardez par exemple, avant les partenaires au développement vous imposaient, quand ils vous passent 1 milliard, ils vous imposaient parfois même là où vous devez acheter. À quelle hauteur vous devez acheter. Aujourd'hui, on lève directement les fonds sur le marché. Ça veut dire qu'il faut... Ce que ça apporte à l'État, c'est énorme. Par exemple. Mais ça aussi, c'est son côté jardin. Donc, toute action a un côté court, a un côté jardin. Il est évident que nous devons peut-être, en pesant les uns les autres, l'un ou l'autre, qu'on doit pouvoir, disons, valider les choses. On a fait la révolution avec le canton d'abord sur nos propres faces. 72-90. On a eu très peu recours à l'emprunt. En 90, nos voix, quand vous regardez l'état de nos villes, c'était parce que l'État a préféré sur ce problème. Et la révolution que nous expérimentions n'a pas permis que nous allions vers les gestions de Bretton Woods. Mais on a laissé tout en état bizarre. Alors, il a fallu toute une reconstruction. Et c'est que le président Soglo en a fait les frais. Ça vous dit quoi? Oui, le social. Mais le social ne peut pas bouffer tout. Il est évident que l'État est obligé, s'il gagne 100 francs, de faire des choix sur les 100 francs pour que la partie qui doit aller au social aille au social, et ce qui doit aller dans l'investissement aille dans l'investissement, ce qui doit aller dans je ne sais pas, dans les réformes, aille dans les réformes. Donc, dans l'un ou dans l'autre, oui. Vous avez parlé de l'état du droit et de la démocratie, donc de l'état du droit, de la bonne gouvernance. Voilà. Oui, je pense que pour moi, globalement, l'essentiel a été fait à ce niveau. Ce qui a raté, et j'espère que ça va se faire, et avec les réformes envisagées, je ne connais pas encore le contenu des textes. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a évidemment au niveau de certaines institutions à retoucher leur mode de désignation. Par exemple, le président voulait toucher à la Cour constitutionnelle. À travers la révision constitutionnelle de 2017, ça n'a pas marché. J'espère que ça viendra. Je n'ai pas connaissance des nouveaux textes qui ont été déposés au Parlement. Merci. Mais il faut retoucher à certaines manières de désigner certaines autorités pour qu'on puisse avoir peut-être un certain équilibre dans le fonctionnement de certaines institutions. Merci à vous. Merci également à Miguel Hueto. Chers amis, nous aurons aimé aborder beaucoup d'autres plans, notamment sur le plan de l'économie, du sport, du tourisme, du climat des affaires également, mais le temps qui nous a été imparti est assez court. Peut-être nous allons y revenir peut-être dans les prochains jours, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Mais nous avons annoncé à l'entendre de cette émission que nous allons dire un mot sur les enjeux des élections législatives de 2023. Ces élections qui paraissent être déterminantes pour 2026, puisque les élus de 2023 seront les parrains de 2026. Miguel Hueto, pour vous, quels sont les enjeux pour 2023? Le premier enjeu, à mon sens, c'est déjà de pouvoir effacer de nos mémoires les souvenirs douloureux de 2019. C'est important, parce que qu'on le veuille ou pas, le Parlement qui va céder sa place à celui qui arrive est un Parlement issu donc de ce processus entaché. Nous le disons avec regret, ce n'est pas positif. Le second élément, c'est, ou si vous voulez, enjeu ou défi, c'est de pouvoir faire en sorte que
tous les partis politiques qui sont en règle puissent concourir véritablement sans qu'il y ait des éléments de délai, que des jeux de croc en jambe, des jeux politiques. C'est important de souligner ça. Parce que parfois, on a tout fait de nous balancer à la figure. Oui, mais c'est la loi qui a dit ça. OK, mais en dessous, il y a des jeux politiques qui se font et qui amènent les gens à ne pas pouvoir faire ce qu'il faut. À partir de ce moment, pour nous qui sommes encore loin, si vous voulez, au bas de l'échelle et qui observons, c'est de pouvoir faire en sorte que le Parlement qui arrive soit véritablement un Parlement issu du peuple. Que ce Parlement puisse renouer, ne serait-ce qu'en partie avec cet amour-là, cette complicité qui doit exister entre leurs mandants et les gens qui vont s'installer dans ce Parlement. Ensuite, c'est de voir les partis politiques qui vont proposer des candidats aller au-delà, faire en sorte d'aller au-delà du nombre de femmes, des 24 qui ont été annoncées par la loi. Je veux dire qu'on aille au-delà d'une femme par circonscription électorale. Qu'on fasse en sorte que le Parlement à venir puisse quand même regorger de femmes, de plus de femmes compétentes et ayant justement les qualifications qu'il faut. Femmes, oui, mais il ne faut pas les y envoyer parce que la loi dit qu'il faut les y envoyer. Cependant, nous sommes convaincus qu'il y a énormément de femmes compétentes dans les partis politiques qui peuvent tenir ce rôle-là. Et enfin, comme enjeu, il me semble important que les hommes et femmes qui vont louer, j'insiste, qui vont louer le Parlement béninois à partir de 2023, qu'ils aient conscience qu'ils sont en location et que le Parlement n'est pas leur propriété, qu'ils s'accolent, s'ils s'attellent véritablement à jouer... Il y a une étude pour le trou des pensions désormais. Qu'ils s'attellent véritablement à jouer le rôle qui est le leur. Contrôler l'action du gouvernement. On n'a pas véritablement senti le Parlement qui est en train, dont le mandat court à sa fin, dans son rôle. On ne l'a pas véritablement senti dans son rôle. Ça reste encore une fois notre point de vue, mais nous l'affirmons et nous le réaffirmons. À partir de ce moment, nous pensons que le Parlement qui arrive, si on veut vraiment effacer ce goût amer qui est resté, c'est véritablement que ce Parlement, que les locataires à venir de ce Parlement fassent en sorte de jouer véritablement leur partition, que les populations sentent véritablement qu'ils sont là pour elles. Et plutôt que d'observer cette alliance parfois contre nature que nous observons. C'est bien que le Parlement et l'exécutif soient en de bons termes, c'est tout à fait normal. C'est important même pour le développement du Bénin. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines, si vous voulez, il y a, comme on dit, vous marchez ensemble sur le même chemin, c'est bien, mais après il faut que chacun s'en tienne à son rôle. Et que, bien sûr, on nous dira encore une fois que le Parlement, c'est un haut lieu de la politique. Politique, oui, mais il ne faut pas oublier que quand on y est, c'est d'abord pour jouer un rôle afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Agapit Naplouma-Forican, vous avez l'insionneur. Politique, c'est politique. Donc, du coup, oui. Le Parlement est un rôle politique. Voilà. On va le dire et le réaffirmer. Il n'y a pas d'alliance contre nature. Une alliance, c'est une alliance. En matière politique, vous serez des alliances pour aboutir à vos objectifs politiques. Et c'est au nom de ces objectifs politiques que vous avez été élu. Donc, du coup, le Parlement est là pour ça. Oui, ce Parlement, il m'a un peu déçu, oui, du point de vue dynamique. J'ai l'impression que le Parlement a recroquevillé en lui-même. Et ça fait partie de la qualité des hommes, effectivement. Donc, j'ai l'impression qu'en termes de qualité des hommes, je n'ai pas l'impression que ce Parlement qui finit a été, à peine, j'ai l'impression que c'est le tiers, à peine le tiers. Alors, quels sont les défis qui se posent pour 2023 ? Donc, pour moi, le défi, c'est déjà qui est de la qualité. Ça, on n'a pas de la qualité des gens. Les députés, ils ne savent même pas, parfois, certains n'arrivent même pas à s'exprimer comme il faut. Ce n'est pas normal. C'est le Parlement, pour moi, je suis exigeant par rapport à la qualité, parce que c'est le lieu où on doit avoir les informations. Au Parlement, on parle. Donc, ça, c'est donc un Parlement de qualité. Ensuite, des partis d'opposition moins pleurnichards, plus dynamiques, plus prévenants. Donc, qui voient le même la mouture. On est aujourd'hui à 6 mois, et j'entends, 7 mois, et j'entends quand des gens disent, on l'a empêché en 2019, au lieu de préparer. J'entends des partis d'opposition dire il faut qu'on fasse alliance, il faut qu'on aille ensemble, il faut qu'on l'autonomie. Mais comment ils vont aller ensemble alors qu'ils ne peuvent pas faire alliance? Je pense que normalement, là où on est aujourd'hui,
les gens doivent être en train de se mobiliser pour régler les questions liées. La loi n'a pas changé entre 2019 et aujourd'hui. Donc au moins là, on est tranquille. On ne va pas toucher aujourd'hui pour dire que c'est la loi qui a fait ci, la loi qui a fait ça. Donc, défi de qualité, défi donc de pluralité de candidature, je suis d'accord, et défi sans doute donc d'apaisement. Apaisement que les gens comprennent que le champ politique n'est pas le champ d'impubère et d'immaturité et puérile. Donc c'est normal, c'est un champ où on s'assume, on doit s'assumer et faire face aux défis qu'importe. Il y a beaucoup de défis. Vous avez parlé de parrainage, oui. Donc les gens doivent intégrer ça pour savoir que l'élection qui vient, effectivement en 2023, induit ce qui va se passer en 2026 et occuper véritablement le terrain. Aujourd'hui, à fin avril, par mi-avril, quand je sens, je n'ai pas l'impression que, bon, peut-être qu'ils travaillent dans l'ombre, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir. Un long et profond sommeil, ils vont se réveiller et se rendre compte peut-être qu'ils sont à la traîne, ils vont commencer par parler d'inclusivité. Merci à vous. Si vous le permettez, deux défis importants en plus à mon sens, c'est que les tests en l'État qui doivent pouvoir gouverner l'élection de 2023 soient suffisamment vulgarisés. Il est important, à mon sens, que les populations à la base comprennent le réel enjeu. Vous savez, l'élection qui arrive en 2023 n'a pas la même figure, la même configuration que celle que nous avons connue en 2019. Ça va être désormais un postulat. Ça va permettre d'avoir un postulat pour les années à venir. À partir de ce moment, il me semble important que les populations comprennent suffisamment les enjeux. Et c'est l'un des rôles du Parlement, enfin des locataires du Parlement qui sont là actuellement, mais aussi des partis politiques, de tous les acteurs qui estiment vouloir jouer le jeu des élections. Aussi, il est important que la question de la reddition de comptes qui est liée aux responsabilités qui incombent aux personnes désignées pour siéger au Parlement pour un moment, que cette question soit davantage regardée, qu'elle soit regardée avec beaucoup plus d'attention, parce que les tests qui sont votés, vous voyez les tests qui ont été votés récemment, enfin sous la 8e législature, beaucoup de ces tests sont encore inconnus dans leur contenu par les populations à la base. Et on nous dit, vous savez, la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment nul n'est censé ignorer la loi à partir du moment où on connaît le taux d'alphabétisation, on sait quelle est la proportion des Béninois qui peuvent aller d'abord chercher les documents, les lire, comprendre les choses à la ligne. Quand on sait, j'ouvre une parenthèse pour rappeler que même les gens qui sont au Parlement actuellement, ayant voté des tests, à un moment donné, ne comprenaient pas ce qu'ils ont voté et ont dû faire recours à des institutions pour qu'elles leur expliquent comment cela doit se passer. Je finis sur les défis et enjeux pour dire qu'il est important que pour la législation, la 9e législature, on ait des débats de qualité. Franchement, on a l'impression que c'est des gens qui vont s'asseoir et quand on dit, ça y est, on lève la main et puis c'est tout. On veut avoir un débat de qualité. Et puis, qu'on nous épargne des votes pendant que nous, qui sommes leur mandat, nous dormons. Parfois, ça ne nous donne pas le temps de suivre véritablement les débats. Est-ce qu'il y a une période indiquée pour voter au Parlement? Mais le Parlement est une institution. Et à ce que je sache, normalement, il y a une tradition. C'est vrai, rien n'est figé, on me le dira. C'est que les votes sont politiques, généralement. Vote politique ou pas, nous, mandats, on a besoin quand même de suivre les débats. Parfois, vous vous réveillez le matin et vous découvrez que, voilà, vous comprenez rien à rien. Il faut veiller avec les députés. On n'est pas... C'est nous qui payons les frais pour qu'eux, ils fassent leur job. À partir de ce moment, on est en droit. Heureusement, encore une fois, heureusement, que la loi elle-même nous ait donné des leviers. Bien qu'on leur ait laissé une parcelle de notre pouvoir, la loi nous a donné des leviers pour les interpeller, pour attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Et on ne peut pas parler des enjeux du Parlement à venir sans faire un clin d'œil, une recommandation à la classe, enfin, aux acteurs qui estiment être de la société civile et qui travaillent sur le terrain. Cette classe-là aussi doit redoubler d'ardeur, doit retrouver sa vigueur dans la veille citoyenne. On la sent, on l'a senti depuis 2015, depuis 2016. Quelqu'un a dit amorphe. Ça ne vient pas de moi. Quelqu'un a dit que cette classe-là est devenue amorphe.
ou elle a été tétanisée. D'autres avancent des arguments comme quoi il y aurait eu des proximités, etc. Je ne veux pas rentrer dans tous les arguments qui ont été avancés. Donc, pour nous, c'est important que cette classe-là se réveille et que le Parlement qui arrive puisse travailler à toucher un certain nombre de tests dont les dispositions limitent aussi quelque part les actions de cette classe dite de la société civile. Merci à vous. Miguel Hueto, Agapit, vous avez encore envie de placer un mot? Non. Bon, merci. Merci à vous, Agapit Napoléon Africain. Chers amis, je rappelle que mes invités, c'était Miguel Hueto, juriste spécialiste en genres et droits humains, qui était face à Agapit Napoléon Africain, juriste consultant, analyste politique. Merci à vous. C'était Info Hebdo de ce 16 avril 2022. Merci à tout un chacun. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.